Bien, nous continuons donc avec la Centrafrique où Emmanuel Macron, nous le disions, condamne les tentatives de déstabilisation du pays. Le président français qui s'est entretenu avec Faustin Archange Touadéra, le président de la République, a condamné les tentatives des groupes armés et certains leaders politiques, dont M. Bozizé, visant à faire obstruction à la mise en œuvre des accords de paix et à la tenue des élections selon le calendrier prévu et soutenu par la communauté internationale. C'est ce qu'écrit la présidence française. Adam, vous aviez la parole avant la pause. Oui, et je disais que l'interpellation de la France a pouvoir donc porter main forte réellement, quand bien même qu'il y a déjà des forces en attente. Ici, on a vu survoler des avions de la France, des avions de reconnaissance, de répertorier un peu ces groupes armés-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile d'identifier, ne serait-ce que le groupe. C'est plusieurs groupes qui rentrent donc en action. Ça vous a dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas su marcher, puisqu'ils ont eu l'ingéniosité d'anticiper en organisant donc ces accords avec ces groupes armés-là, histoire de pouvoir donc avoir un environnement assez serein pour organiser ces élections-là. Parce que au jour d'aujourd'hui, je pense que l'option de la force ne doit pas primer sur les autres forces, parce que vous savez, l'Afrique a une particularité et je pense que peut-être que ce n'est pas la tribune pour pouvoir peut-être en parler, certes, mais nous avons une particularité de pouvoir résoudre nos problèmes par le dialogue. C'est vrai que vous allez constater qu'au niveau du Mali, ça a été aussi répété, etc. Et je pense que c'est de bonne guerre de pouvoir donc opter pour cette option-là pour permettre à ce qu'on ait un pays assez temporisé pour organiser ces élections-là. Mais au-delà de ça, aussi les arguments avancés pour rejeter un certain nombre de candidatures c'était des arguments assez évidents. Oui. Parce que lorsque vous lisez un peu, il n'y avait pas, disons, ce sentiment de pouvoir écarter pour écarter. Il y avait des motifs valables qui permettaient donc d'écarter Bozizé. Mais je pense que lui également, avant même d'en arriver, il a eu quand même à sillonner le pays et dans une logique de paix, etc. Ces groupes armés-là, peut-être que les motifs avancés, peut-être, pour pouvoir donc aller à l'encontre de ces groupes armés-là, serait de pouvoir amener le gouvernement à pouvoir avoir disons, une certaine ouverture d'idées en faisant avec tous les partis, mais ce qui n'a pas été le cas. Je pense que ça peut être une réaction spontanée de ces groupes armés-là pour s'opposer compte du fait que d'abord, c'est un ancien président et naturellement, il a également des relations, puisque lui-même également avec des groupes armés qui combattaient, etc. Alors justement, à Bosoleil Obekou, on sait que dans le cas centrafricain devenait un peu une source d'inquiétude pour Paris dans la mesure où la France perdait la main au niveau de la Centrafrique au profit de la Russie. C'est une situation pareille qui peut relancer Paris sur le théâtre centrafricain? Oui, le problème, la situation centrafricaine est un peu complexe. Et bon, il y a eu un peu d'accalmie avant le processus électoral qui est lancé. Et je crois les responsables des groupes rebelles aussi avaient semblé entre-temps pouvoir aller dans le sens de la politique de la lutte armée. Mais à un moment donné, lorsque les candidatures ont été lancées, bon, je crois la candidature de l'ancien président François Bozizé a été rejetée et ce rejet-là a été motivé du fait qu'il est même poursuivi sur le plan international et un mandat d'arrêt international contre lui. Mais lui-même n'a pas protesté et il a même fait mieux en soutenant un candidat. Mais aujourd'hui, lorsque la campagne a été lancée, qu'on voit aujourd'hui que les groupes rebelles refassent surface avec les attaques où ils occupent même certaines villes pour faire entorse au processus électoral, c'est déplorable. Et la sortie du président français Macron est une sortie vraiment qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour affirmer et aussi la présence de la France, que la France n'oublie pas la Centrafrique. La France n'a pas encore perdu la main au niveau de la Centrafrique. Et quand on sait qu'il y a de cela quelques jours, la Russie a envoyé encore environ 300 éléments de ses forces spéciales pour aller encore renforcer celles qui existaient avant. Donc, au fait, le problème, je le disais au début, que le problème de la Centrafrique est un peu complexe parce qu'on ne comprend pas le fait que les rebelles occupent encore plus de 2 tiers du territoire de la Centrafrique,
alors qu'on a ces forces-là françaises en attente et les forces russes. Bon, c'est le manque de collaboration entre ces différentes forces qui empêchent d'arriver à bout de ces groupes rebelles. Et Adam vient de parler de la voie la plus indiquée pour régler le problème. Et la voie du dialogue. Mais je crois que la voie du dialogue, on l'a déjà expérimenté et bon, il y a eu des accords qui ont été signés. Moi, je me demande souvent, hein, ça n'engage que moi, je me demande, mais pourquoi, s'il y a ces forces-là, s'il y a de ces pays puissants qui s'intéressent à la Centrafrique, qui prétendent soutenir la Centrafrique, pourquoi ne pas s'organiser d'une manière sur le plan militaire et s'organiser et comment dégager ces forces qui perturbent ce pays-là depuis. Est-ce que ces forces-là sont plus... leur force, je crois, je veux parler des rebelles, est-ce qu'ils dépassent ces pays occidentaux et sur le plan militaire? Moi, je dis non. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Aujourd'hui, on accuse encore le président et l'ancien président François Bozizé d'être derrière ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que ceux qui soutiennent la Centrafrique ne peuvent pas s'organiser pour aider réellement la Centrafrique sur le plan militaire à gagner cette guerre-là contre les rebelles? C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il y a déjà une autorité régulière qui est installée. Il y a eu des élections il y a 5 ans et le pays est dirigé par un gouvernement légitime. Mais pourquoi on n'arrive pas à aider ce gouvernement légitime à chasser ces rebelles-là qui ne veulent pas entendre raison? C'est de la force qu'il s'agit. Donc, il faut qu'ils s'organisent. Moi, c'est ce que je pense que les soutiens de la Centrafrique peuvent faire pour arriver à bout. Vous voyez la RDC. La RDC est occupée depuis, on parle de la rébellion de la RDC, ça fait environ 20 ans maintenant. Quand on parle de dialogue, tantôt on parle de force, mais si on ne s'organise pas bien pour aider vraiment la Centrafrique, je crois que cette crise va perdurer. David, en même temps, la Centrafrique s'achemine vers le premier tour de la présidentielle le dimanche 27 décembre. Dans ces conditions, il y a des doutes qui planent. Le pouvoir veut maintenir ces élections. Est-ce que le fait aujourd'hui que Paris apporte son soutien à Bangui, le fait que la Russie est là, le Rwanda est là, ça peut aider à davantage sécuriser le processus électoral? Donc d'abord, pour sécuriser le processus électoral, il faut que le gouvernement centrafricain lui-même prenne la responsabilité de donner les garanties nécessaires d'une élection paisible et ouverte à tous. Et donc, c'est l'un des premiers éléments. Après, c'est vrai que le soutien de la France est bien arrivé, mais derrière, il faut s'interroger sur ce qui peut expliquer véritablement l'engouement de la France de revenir en Centrafrique quand on sait le nombre d'années que ce pays a été présent sur le territoire centrafricain et le bilan que ça a donné après. Aujourd'hui, on a vu quand même une certaine accalmie. On sait que depuis que Bozizé était parti, le pays était tombé dans une sorte d'instabilité avec des coups d'État, avec les incursions des rebelles, etc. Il y a eu un processus intérimain qui avait conduit aux élections, qui ont vu élire l'actuel président Touadéra, qui finit son premier mandat et qui, dans le respect de la Constitution, veut organiser les élections pour voir s'il peut revenir ou partir. Mais malheureusement, il y a des signaux assez forts qui viennent perturber un peu le processus électoral avec le retour, quand vous parlez tout à l'heure de la présence de Bozizé. Bozizé, on sait comment il est parti, on sait comment il s'est préparé et on sait comment il est revenu en Centrafrique. Il n'est pas arrivé sur la base d'une décision légale qui lui permettait de revenir au pays. On sait qu'il est arrivé au pays en toute indiscrétion. Il est rentré sur le territoire centrafricain sans forcément informer les autorités et on sait pourquoi il était revenu. Alors aujourd'hui, si son dossier a été retiré ou a été rejeté, c'est parce qu'il est sous le coup d'une condamnation pour des délits qu'il avait laissés lors de sa présidence. Et donc aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur la raison qui pousse la France
à s'investir. Et quand on voit la Centrafrique, c'est un tout petit pays coincé entre beaucoup de pays. On a vu aussi le soutien du Rwanda qui est là, les Russes qui sont de l'autre côté, ce qui n'arrange pas véritablement les affaires de la France qui, à travers la sortie de son président, a voulu matérialiser son autorité pour faire comprendre à tous ceux qui sont là sur le dos de la Centrafrique que la France existe toujours et qu'elle existera toujours pour apporter ne serait-ce que le soutien nécessaire aux autorités centrafricaines pour aller vers l'organisation de ce processus électoral-là. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître la volonté du gouvernement d'aller à un processus électoral ouvert. Ça a été fait. Il n'y a eu que 4 candidatures qui ont été rejetées sur le nombre qui a été retenu par la suite. Et si Bozizé fait partie des candidatures rejetées, c'est parce qu'il est sous le coup d'un jugement qui n'a pas encore fini de purger. Alors, donc, c'est vrai que Paris condamne les tentatives de déstabilisation. Donc, on peut se dire que Paris soutient le régime en place. On a également le soutien de la Russie à travers quelques forces déployées sur le terrain. Vous avez la MINUSCA qui est présente en Centrafrique. Les Rwandais également ont envoyé des troupes. Mais est-ce que ces forces qui sont envoyées tous azimuts sont déterminantes sur le terrain? On n'a pas l'impression que la Centrafrique retrouve la calmie. Naturellement, c'est vrai qu'on peut porter des critiques sur la détermination réelle donc, de ces différentes forces-là, parce que, vous savez, lorsqu'on prend en termes de superficie, je pense qu'il y a des variables qu'on peut réellement évoquer dans cette question de maintien de l'ordre. Parce que lorsque vous prenez un peu l'effectif de tous ces hommes-là, les Wagner par ici, les forces en atteinte de la France, le Rwanda, etc., ça fait déjà beaucoup, y compris donc la MINUSCA qui est là. Et malheureusement, on n'entend pas toujours ces groupes-là être réellement actifs. Mais également, il faut reconnaître également qu'il y a l'ordre constitutionnel qui est là, mais il y a l'ordre international également, puisque des motifs avancés donc par ces groupes-là, d'autodéfense de ces groupes armés également sont valables. Parce que lorsque vous y allez, vous comprendrez réellement que les gens n'ont pas pris les armes par gaieté de cœur. Certainement qu'il y a des motifs. Et on fait souvent intervenir toujours, disons, sur cette question de souveraineté qui revient toujours et qui, en fait, limite la manière dont ces forces-là doivent se déployer réellement pour aller, comme si on était sur un terrain de guerre. Ce n'est pas la même chose. Parce que lorsque vous prenez que ce soit la MINUSCA, la MINUSMA, etc., ils sont limités dans leur... Ils sont plutôt sur un angle beaucoup plus offensif que d'être sur un angle défensif. Donc ça également intervient, ça fait que réellement ces groupes armés-là, on a du mal réellement à les combattre. Et ce qui, moi, m'inquiète réellement, c'est vrai que lorsque vous prenez les plus grands analystes, ils disent réellement que normalement, un report de quelques jours pour réellement régler les problèmes d'actualité n'aurait pas d'incidence sur l'ordre constitutionnel. Mais malheureusement, c'est vrai que le pouvoir en place essaie également de dire qu'un report aurait donné raison à ces gens-là qui sont devenus actifs, qui ont tendance, puisque l'objectif, c'est réellement de pouvoir donc empêcher que l'élection ait lieu. Donc on aurait pu donc leur donner raison, mais moi je pense que plutôt un rallonge de quelques jours, une semaine ou 2 semaines d'ailleurs pour régler les questions d'actualité est mieux que de pouvoir donc les organiser. Après tout, vous savez, il y a donc cette résurrection d'élections mal organisées et avec son lot de dégâts qui va toujours intervenir. Vous serez un président, mais lorsque vous êtes un président que vous n'avez pas la même mise sur tout le pays, je pense que vous êtes un président à caution que certaines interrogations advenir. Donc moi je pense que aujourd'hui c'est de faire entendre raison pour que ces élections, même à la dernière minute, on puisse avoir un glissement de calendrier serait mieux que de pouvoir donc forcer à les organiser et demain qu'on ne retrouve pas la paix souhaitée. L'idéal aujourd'hui c'est de maintenir ou de reporter la présidentielle. Oui, et maintenir c'est bien, et oui et non. Et reporter aussi, c'est oui et non, parce que tout ça a ses conséquences, son côté positif comme son côté négatif. Et Adam vient de le dire, si on reporte les élections, ceux qui perturbent les élections, on va leur donner raison. Donc, et ça va aussi impacter sur la légalité même du gouvernement, parce que n'oublions pas que c'est ce qui perturbe ce processus électoral. À un moment donné, si on ne fait pas ces élections, vont dire que peut-être que le mandat du gouvernement, du président sortant est arrivé à terme et que le pays n'est plus gouverné. Donc il faut des dialogues, il faut faire tout ça, la légitimité.
Donc c'est pour cela que vous allez voir que c'est le président sortant qui insiste pour que ces élections se tiennent à la date prévue. Et j'ai écouté aussi la présidente de la transition, je crois, qui fait partie de ceux qui demandent un petit rallongement de la date et pour pouvoir régler certaines choses. En même temps, si on fait ça, c'est un peu comme si les groupes armés avaient gagné une bataille. Oui, mais rallonger de quelques jours, ça n'empêche pas que la légitimité du gouvernement qui est en place actuellement. C'est pas seulement une question de légitimité, mais il y a des groupes armés qui se sont constitués pour déstabiliser le processus. C'est comme leur céder que de rallonger. Oui, ceux qui demandent le rallongement, vous savez qu'il y a des problèmes de déploiement même du matériel électoral. Où il y a certains milieux où le déploiement du matériel électoral est très difficile. Mais il faut quelques jours pour pouvoir régler ces problèmes. Donc je crois que les partisans du rallongement évoquent ce motif pour soutenir leur opinion. Et moi, au niveau de la présidence, et du moins le président de la République, le président sortant, qui veut que l'élection présidentielle ait lieu à la date prévue, je crois que lui aussi, il a quelque part raison. Et c'est le gouvernement légitime qui organise ces élections. Et si les rebelles qui sont illégitimes, entre guillemets, vont imposer leurs lois à un gouvernement légitime, vous voyez que ça fait problème. Donc voilà. On va poursuivre maintenant avec le Mali. On va parler donc de l'interpellation de 3 personnalités au rang desquelles se trouve Mohamed Youssouf Batili, alias Rasbat, militant contestataire qui anime une émission de radio très populaire, Vital Robert Diop également, qui dirige le PMU malien, c'est une société de Paris, et Souaïbou Koulibaly, patron de l'AGEFO, une agence publique chargée de favoriser l'accès à Internet. Ils ont tous été interpellés lundi pour besoin d'enquête par les services de renseignement du Mali. C'est une source qui l'a confiée. Cette dernière s'est refusée de commenter les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et font état de tentatives de déstabilisation des organes de la transition. David Jagbavi, au Mali, il y a des interpellations maintenant, même dans des hautes sphères de l'État. Est-ce que les militaires au pouvoir craignent quelque chose? Techniquement et stratégiquement, non, parce que actuellement, je pense que les Maliens ont décidé de se ranger derrière le gouvernement qui a été mis en place, afin que ce gouvernement puisse réaliser les objectifs qui sont contenus dans la mission qui leur a été confiée par le peuple malien. Ces interpellations répondent à un besoin ponctuel, comme l'ont dit les autorités maliennes. C'est dans le cadre d'une enquête que ces 3 personnalités ont été interpellées. Pourquoi ils ont été interpellés? Personne ne le sait. Il est difficile d'avoir accès aux informations. Néanmoins, je pense quand même que ça fait partie des prérogatives de tout gouvernement d'anticiper sur des rumeurs qui circulent sur telle ou telle mission, sur tel ou tel objectif. Et donc aujourd'hui, les Maliens attendent de savoir ce qui va véritablement se passer. Pourquoi ces 3 personnalités ont été interpellées et si, comme les rumeurs le disent, si c'est pour déstabiliser le pays, comme on le fait croire, eh bien, ils verront en tout cas ce qui va se passer. Je pense aujourd'hui que les militaires ont aussi envie d'anticiper sur toute velléité de vouloir s'opposer ou s'attaquer aux institutions qui ont été mises en place après le départ de IBK. Et c'est pour aussi la sécurité du pays. Néanmoins, au vu de l'avancée démocratique que ce pays a aujourd'hui sur certains pays de la sous-région, il faut quand même comprendre que cette affaire ne va pas seulement se limiter aux rumeurs ou alors aux accusations non fondées pour le moment. Et je crois que les organisations non gouvernementales et les organisations de défense des droits de l'homme sont en train de se préparer pour aller aux informations et voir dans quelle mesure apporter leur soutien à ces 3 personnalités mises aux arrêts. Ceux qu'on arrête sont quand même des leaders d'opinion. Quand on parle de Rasbat, c'est un très célèbre animateur au niveau de la radio, et au niveau du Mali. Et c'est
la Direction générale des services de l'État, à la DGSE, qui procède à ces interpellations. La DGSE, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle ailleurs les services de renseignement et tout. Oui. Ça montre que, en tout cas, c'est les hautes sphères, le pouvoir militaire qui ordonne ces interpellations. Oui. Vous savez, lorsqu'on prend le cas de figure comme ce que nous avions au Mali actuellement, où nous avons un gouvernement de transition, le gouvernement de transition essaie réellement d'interroger certains cas précédents qui ont conduit réellement à des situations d'instabilité ou qui ont conduit carrément à pouvoir avoir donc des poches de résistance ou de résistance ou d'affecter carrément la bonne gouvernance du pays. Et ça, je pense que les autorités actuellement en place au Mali doivent réellement mettre fin à ces genres d'agitation. Et normalement, lorsque vous êtes dans des leaders d'opinion, que ce soit même les politiques, etc., vous devez réellement lire donc ces pesanteurs-là et éviter ou carrément passer de pouvoir donc planifier vos actions comme vous le ferez par le passé. Parce que lorsqu'on compare un peu, lorsque Ibeka donc était aux affaires, c'est vrai que le Rasbata avait donc la possibilité de pouvoir donc aller dans ces émissions-là, d'interpeller. D'ailleurs, vous allez voir directement qu'il soulevait carrément des foules qui se mettaient tout de suite en action. Oui. Donc, ça a été donc des pistes qui ont conduit quelque part à pouvoir donc arriver donc à d'autres rassemblements qui ont peut-être contribué donc à l'éviction de Ibeka. Et cette fois-ci, je pense qu'ils doivent donc, ces autorités de transition, doivent réellement jouer donc une certaine fermeté en évitant donc ces actions-là. Malheureusement, ces leaders-là ne lisent pas dans ces options-là, donc ils essaient donc de penser qu'on était donc dans un moment assez normal comme ce qui se faisait par le passé. Or, aujourd'hui, ça a changé et je pense que ça également, c'est la manière donc souvent, les coachs qui n'ont pas de pouvoir donc lire ces actions-là, de pouvoir leur dire que cette fois-ci, il faudrait réellement temporiser ces ardeurs-là parce que ça ne passerait pas, puisque nous ne sommes pas dans un gouvernement, disons, normal comme ce que nous avons, parce que là, on fait ressusciter des vocables comme tempérer le pays, parce que c'est un leader et son arrestation peut provoquer certaines choses. Et ça, aujourd'hui, lorsque les gens vont se soulever, on va les réprimer. Puisque ça, les gens savent qu'ils n'ont pas forcément d'intention de se maintenir au pouvoir à long terme, etc. Eux, ils sont là pour un problème ponctuel. Ces problèmes ponctuels doivent faire en sorte qu'on évite dans ces genres d'actes-là. Et je pense que c'est de bonne guerre qu'ils soient arrêtés, mais les motifs avancés doivent être mis à la disposition de la population pour qu'on n'essaie pas de dire, voilà, nous sommes donc à la chasse, etc. Oui, en même temps, ça intervient dans un contexte où la transition malienne fait face à beaucoup de critiques. Il y a d'abord eu cette grève de plusieurs jours qui a paralysé un peu l'administration. Vous avez également des critiques dans la classe politique, notamment l'opposition, un certain nombre d'associations. C'est tout ça qu'on cherche à faire taire en enlevant un certain nombre de leaders d'opinion? De toutes les manières, si les autorités en place n'ont pas de motifs valables, ils ne peuvent pas procéder à l'arrestation de ces personnalités. Quand on sait que ces personnalités ne sont pas des moindres, donc c'est le silence qui est un peu inquiétant. Mais je pense que ils ne vont pas, les responsables du pays ne vont pas tarder à informer le public des motifs de ces arrestations. Et il est vrai que le gouvernement de transition, les autorités de la transition sont vraiment critiquées. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, même, on les accuse déjà de vouloir créer une cellule. Ils ont pensé créer une cellule pour soutenir le ministère de l'administration territoriale pour l'organisation des élections, ce qui ne passe pas pour le moment au niveau de l'opinion publique et au niveau des sphères politiques. Et on ne voit pas d'un bon œil cette idée de créer une cellule pour soutenir le ministère qui est en charge de l'organisation des élections. Il y a beaucoup de critiques, mais dans le cas de figure pour l'arrestation de ces responsables, je crois que c'est dans les prérogatives des autorités en place au niveau, sur le plan judiciaire, lorsque ils jugent que il y a des soupçons peut-être graves sur certains citoyens maliens, c'est de leur droit et même de leur devoir
de chercher à savoir ce qui se passe. Donc, vivement... Justement, ce qu'on demande, c'est de connaître la nature de ces soupçons-là. On ne peut pas aller interpeller des gens, des célèbres animateurs. Même le secrétaire général de la présidence a été interpellé hier, puis relâché aujourd'hui. Parce qu'on les soupçonnerait de quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, c'est ce que je dis, que ça serait quand même très, très mauvais si les autorités ne viennent pas expliquer ces motifs-là. Donc, je crois qu'ils vont le faire, parce que interpeller les gens de la classe de ces responsables-là et après les relâcher peut-être et ne rien dire quand même, ça peut aussi créer d'autres choses au niveau de l'opinion. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet et je crois que dans les jours à venir, ils vont situer le peuple malien et le peuple malien, les citoyens maliens des motifs de ces arrestations. Est-ce que la transition n'est pas en train de tomber dans des dérives qu'on reprochait aussi aux anciens dirigeants? C'est un gouvernement de transition, hein. Il n'a pas toutes les prérogatives, il n'a pas tous les pouvoirs dans ses mains. Il est juste là pour conduire une transition. Et je pense que seul, il ne pourra pas s'en sortir. Il faut que les actions soient diverses et que ça vienne de tous les côtés. L'opposition, la société civile, et l'armée, etc., l'opinion malienne et tout ça. Seul le gouvernement de transition ne pourra s'en sortir. Mais aujourd'hui, je pense que ce gouvernement a aussi des comptes à présenter, un bilan à présenter de la gestion qu'il a eu à faire de ces 18 mois de pouvoir. Et ce gouvernement a besoin d'avoir toute la liberté nécessaire d'action pour pouvoir intervenir et tout. Et aujourd'hui, l'armée a été appelée au secours et l'armée a accepté d'apporter son soutien à ce gouvernement. Et donc tout ça portera forcément des bilans qu'il faut présenter. Et aujourd'hui, bon, je ne pense pas que le gouvernement malien, le gouvernement de transition au Mali est en train d'aller à des dérives. Non, ils sont dans la logique de sécuriser le délai qui leur a été imparti pour gérer les affaires courantes. Ils sont aussi dans la logique d'apporter de la sécurité et d'éviter que le Mali retombe dans la situation dans laquelle il était retombé sous Ibeka. On sait comment ça a commencé, on sait comment ça s'est poursuivi, on sait comment ça s'est terminé. Donc, du fait de cette mission qu'ils ont, ils sont en droit d'apporter le minimum de garantie à tous les Maliens. La pause, c'est la grande pause. Et on va revenir après le journal pour continuer.